À ma fête prénatale, alors que j'étais enceinte de 8 mois, mes amis ont récolté 47,000 $ pour m'aider à payer mes factures médicales. Dès que ma mère a vu la boîte de dons, l'avidité l'a saisie et elle m'a traité de déséquilibré mental devant tout le monde, en hurlant « Elle ne sait pas gérer l'argent. Je vais m'en occuper ». Elle a essayé d'arracher ma boîte de dons directement sur la table. Quand je l'ai arrêtée en disant « C'est pour mon bébé », elle a saisi une lourde tige de fer parmi les décorations et a frappé mon ventre de femme enceinte si fort que mes os se sont rompus instantanément, et je me suis évanoui de douleur. Papa, qui était là, a dit « Elle l'a mérité pour son manque de respect ». Ma sœur a ajouté « Peut-être que maintenant, elle écoutera ». Mes amis hurlaient et appelaient le 911. 3 jours plus tard, je me suis réveillée à l'hôpital, confuse et souffrante. Et ce que j'ai vu m'a complètement glacée. Le lieu avait été parfait. Ma meilleure amie, Laura, avait passé des semaines à planifier chaque détail de la fête, des décorations rose tendre et crème jusqu'à l'élégante table des desserts. Environ 40 personnes étaient venues, principalement des collègues de travail, des camarades de chambre de l'université, et des voisins qui étaient devenus comme de la famille au fil des ans. La boîte de dons trônait sur une table d'appoint près des cadeaux, un simple conteneur blanc avec une note manuscrite expliquant ma situation. Mon assurance couvrait très mal les grossesses à risque. Après l'apparition de complications au cours de mon 2e trimestre, les factures médicales avaient commencé à s'accumuler plus vite que je ne pouvais le gérer avec mon salaire d'assistante administrative. Laura avait suggéré de mettre en place cette boîte de dons au lieu d'une liste de cadeaux traditionnels. Les gens pouvaient contribuer ce qu'ils se sentaient à l'aise de donner et, honnêtement, j'avais plus besoin d'aide financière que d'une autre couverture pour bébé. Christine, de mon bureau, avait suivi les dons tout au long de l'après-midi. Elle m'a prise à part vers 15 heures, les yeux humides d'émotion, pour me chuchoter qu'elles avaient récolté 47,000 $. 47,000 $. Je n'arrivais pas à traiter ce chiffre. Ces gens, dont beaucoup me connaissaient à peine, avaient ouvert leur portefeuille et leur cœur parce qu'ils voulaient que ma fille fasse une entrée en toute sécurité dans ce monde. Brenda est arrivée en retard, comme d'habitude. Ma mère avait le don pour faire des entrées remarquées, et elle a balayé la salle avec mon père, Frank, qui la suivait à la trace. Ma sœur Ashley était accrochée à son autre bras comme un accessoire. Il n'avait pas contribué à l'organisation. Brenda avait même ri quand Laura l'avait appelée pour les inviter, disant que les baby showers sont des inventions modernes ridicules, et qu'elle ne venait que pour sauver les apparences. Elle a repéré cette boîte de dons en quelques minutes. Je l'ai regardée traverser la pièce, ses talons claquant sur le parquet, son expression passant de la curiosité à quelque chose de plus sombre, l'avidité. Une avidité pure et non dissimulée a transformé ses traits lorsque Christine a expliqué ce que contenait la boîte. 47,000 $, la voix de Brenda a résonné dans la pièce devenue silencieuse. Chaque conversation s'est arrêtée. Vous avez donné 47,000 $ à elle? Laura s'est avancée, essayant de rediriger la conversation. Tout le monde a été si généreux. Nous sommes ravis de pouvoir aider avec les frais médicaux. Brenda l'a complètement ignoré. Elle s'est tournée vers moi, le doigt déjà pointé, sa voix montant à un ton aigu qui m'a noué l'estomac. Elle ne sait pas gérer l'argent. Ma fille est mentalement instable. Elle va dépenser chaque centime dans des bêtises. La salle est tombée dans un silence stupéfait. La chaleur a envahi mon visage alors que 40 paires d'yeux se tournaient vers moi. J'étais enceinte de 8 mois, épuisée, enflée, et maintenant humiliée par ma propre mère devant tous ceux qui m'avaient témoigné de la gentillesse. Maman, s'il te plaît, arrête. Ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais. Je vais m'en occuper. Elle s'est jetée sur la boîte de dons, ses mains agrippant les bords. Quelqu'un de responsable doit gérer cet argent. L'instinct a pris le dessus. Je me suis interposé entre Brenda et la table, plaçant mon corps comme une barrière entre elle et la boîte qui représentait la sécurité de ma fille. C'est pour mon bébé. Tout s'est passé si vite. Le visage de Brenda s'est tordu de rage. Elle a pivoté, et sa main s'est refermée sur l'une des tiges de fer décoratives que Laura avait utilisées pour soutenir l'arche de ballon. La tige était censée être ornementale, assez lourde pour rester lestée, mais jamais destinée à servir d'arme. Elle l'a balancée comme une batte de baseball. Le fer a percuté mon estomac avec un son que je n'oublierai jamais, un bruit sourd qui a semblé résonner dans tout mon corps. La douleur a explosé dans mon abdomen, vive et dévorante. J'ai senti quelque chose céder en moi.
Un jaillissement soudain de liquide a trempé ma robe. Mes os s'étaient rompus sous l'impact de ma mère frappant mon ventre de femme enceinte avec une tige de métal. La douleur s'est intensifiée, des contractions saisissant mon corps avec une force immédiate et écrasante. J'ai entendu des cris, je ne pouvais pas dire si c'étaient les miens ou ceux de quelqu'un d'autre. Ma vision a commencé à se rétrécir, l'obscurité s'infiltrant par les bords. La voix de Frank a percé le chaos, elle l'a mérité pour son manque de respect. Ashley, ma propre sœur, a renchéri avec un venin que je ne lui avais jamais entendu auparavant, peut-être que maintenant, elle écoutera. Puis la voix de Laura, paniquée et autoritaire, quelqu'un appelle le 911. Maintenant. Christine, va chercher des serviettes. Morgane, reste avec moi. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir, c'était le visage de Laura planant au-dessus du mien, ses larmes tombant sur mes joues alors qu'elle pressait quelque chose de doux contre mon estomac, sa voix me promettant que tout irait bien, que les secours arrivaient, que mon bébé irait bien. Je me suis réveillé en enfer, ou ce que je pensais être l'enfer, avant d'ouvrir les yeux et de réaliser que ce n'était qu'une chambre d'hôpital. Les lumières fluorescentes brûlaient au-dessus de moi. Les machines bipaient régulièrement à mes côtés. La douleur irradiait dans tout mon corps, mais elle était différente maintenant, une douleur chirurgicale mêlée à une profonde douleur traumatique. Laura était assise sur la chaise à côté de mon lit, son maquillage étalé, portant toujours sa robe de la fête prénatale, maintenant tachée de ce que j'ai réalisé être mon sang. Elle a saisi ma main à la seconde où mes yeux se sont ouverts. Le bébé ? Ma voix s'est brisée, à peine audible. Elle est vivante. Laura a serré ma main plus fort. Ils ont fait une césarienne d'urgence. Elle est aux soins intensifs néonatales, mais elle respire par elle-même. 2 kg environ. 2 kg. À 8 mois, elle aurait dû être plus grosse. L'accouchement prématuré, le traumatisme, tout cela parce que Brenda n'avait pas pu contrôler son avidité et sa rage. Ta mère est en prison, a dit Laura avec une satisfaction sombre. Ton père aussi. Ils les ont arrêtés tous les deux sur les lieux. Ashley a été emmenée pour un interrogatoire, mais ils l'ont relâchée après quelques heures. Morgane est apparue dans l'embrasure de la porte tenant 2 tasses de café, les yeux rougis. Christine se tenait derrière elle, et j'ai vu au moins 5 autres femmes de la fête massées dans le couloir, leurs visages tendus par l'inquiétude et la fureur. Le docteur Patterson est entré peu après, une grande femme aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. Elle a tout expliqué avec des détails minutieux. L'impact avait provoqué un décollement placentaire. Ma fille était entrée en détresse immédiatement. Ils ont pratiqué la césarienne dans les 40 minutes suivant mon arrivée à l'hôpital, travaillant pour nous sauver toutes les deux. Vous avez de la chance que vos amis aient agi si rapidement, a déclaré le docteur Patterson. L'appel au 911, vous gardez stable pendant le transport, cela a fait toute la différence. 10 minutes de plus et nous aurions peut-être une conversation très différente. J'ai appris toute l'histoire par morceaux au cours des jours suivants. Laura avait enregistré une partie de l'incident sur son téléphone, essayant de documenter la cérémonie de la coupe du gâteau lorsque la tirade de Brenda a commencé. La vidéo a tout capturé, les accusations de Brenda, sa tentative de saisir la boîte de dons, mon intervention, et le moment où elle a balancé cette tige de fer dans mon estomac. Elle a capturé la déclaration de Frank disant que je le méritais. Elle a capturé le commentaire d'Ashley sur le fait que je devais apprendre à écouter. Christine avait fait une déclaration détaillée à la police alors qu'elle montait dans l'ambulance avec moi. Morgane avait sécurisé la boîte de dons, refusant de laisser quiconque s'en approcher, et l'avait personnellement remise à l'administration de l'hôpital pour qu'elle soit conservée en fiducie pour mes frais médicaux. Au moins une douzaine de témoins avaient fourni des déclarations, toutes corroborant la même séquence d'événements. Le procureur a déposé des accusations dans les 72 heures. Brenda faisait face à des accusations d'agression avec une arme mortelle, d'agression sur une femme enceinte, de tentative de vol et de mise en danger d'un mineur. Frank a été inculpé comme complice pour sa déclaration approuvant la violence. Ashley n'a pas été inculpée, mais le procureur a clairement indiqué qu'elle serait appelée comme témoin. J'ai rencontré ma fille le 3e jour. On m'a emmené aux soins intensifs néonatales en fauteuil roulant car je ne pouvais toujours pas marcher sans aide. Elle était si minuscule, des tubes et des fils surveillant chacun de ses souffles, mais ses yeux étaient ouverts et elle me regardait droit dans les yeux. Je l'ai nommée Grace, car d'une certaine manière, elle avait survécu à ce cauchemar par la grâce seule. Les infirmières des soins intensifs sont devenues mes points d'ancrage pendant ces premières semaines impossibles.
L'infirmière Kelly m'a montré comment changer la couche de graisse autour de tout l'équipement de surveillance, ses mains douces et patientes guidant les miennes. L'isolette semblait être une barrière entre nous, cette boîte en plastique transparent gardant ma fille en vie, mais m'empêchant de la tenir simplement comme les mères devraient tenir leur nouveau-né. C'est une battante, m'a dit Kelly lors d'une de mes visites l'après-midi. Les prématurés nés à 32 semaines font généralement face à plus de complications. Ses poumons se portent remarquablement bien. Je voulais me sentir reconnaissante, mais le chagrin ne cessait d'engloutir la gratitude. Grace aurait dû passer 8 semaines de plus en sécurité à l'intérieur de moi. Elle aurait dû atteindre le terme, venir au monde paisiblement, et passer ses premières heures peau contre peau sur ma poitrine au lieu d'être précipitée en chirurgie pendant que je gisais inconsciente. L'assistante sociale de l'hôpital, une femme nommée Patricia, visitait ma chambre quotidiennement. Elle apportait des brochures sur le conseil en traumatologie et les groupes de soutien pour les mères de bébés prématurés. Elle posait des questions prudentes sur ma situation à la maison, mon système de soutien, ma capacité à m'occuper de Grace une fois qu'elle serait sortie. « Je suis inquiète pour votre sécurité », a dit Patricia lors de notre 4e réunion. Elle avait lu les rapports de police à ce moment-là, savait exactement ce qui s'était passé à la fête prénatale. « Vos parents savent-ils où vous habitez ?» La question m'a glacé le sang. Bien sûr qu'ils le savaient. Brenda était venue à mon appartement plusieurs fois au cours de l'année passée, se montrant toujours sans invitation, critiquant toujours mes choix de décoration ou mon quartier ou mes décisions de vie. Frank m'avait aidé à emménager, portant des cartons sur 3 étages tout en se plaignant de l'absence d'ascenseur. « Je vais devoir déménager », ai-je dit, la réalisation me frappant avec un poids écrasant. Avant que Grace ne rentre à la maison, j'aurais besoin d'un appartement différent. Laura s'en est occupée. Elle s'était toujours occupée de tout pendant ces semaines où je pouvais à peine fonctionner. Elle a contacté une amie agent immobilier, a expliqué la situation, et en 10 jours, elle avait trouvé un nouvel appartement dans un immeuble avec caméra de sécurité et portier. Le loyer était plus élevé que mon ancien endroit, mais l'argent du règlement le couvrirait, et la sécurité comptait plus que le budget. Christine et Morgan ont emballé tout mon appartement pendant que j'étais encore à l'hôpital. Elles n'ont pas demandé la permission, se sont juste présentées avec des cartons et du scotch et ont fait le nécessaire. Quand Laura m'a emmené dans mon nouveau logement, tout était déjà déballé et arrangé, des affaires familières dans un espace inconnu qui, d'une certaine manière, semblait plus sur car inconnu de Brenda et Frank. La préparation du procès pénal a consommé des semaines de ma convalescence. Sarah m'a rencontré presque quotidiennement, passant en revue le témoignage, me préparant au contre-interrogatoire, et expliquant les procédures judiciaires dans un langage que je pouvais comprendre. Le procureur, un homme sévère nommé David Harrison, semblait véritablement investi pour voir Brenda condamnée. Les affaires comme celle-ci me rendent malade, a-t-il admis lors d'une de nos réunions. La violence familiale est toujours terrible, mais agresser une femme enceinte, sa propre fille, pour de l'argent? La préméditation rend la chose pire. Elle a vu cette boîte de dons, a décidé qu'elle voulait l'argent, et a choisi la violence comme méthode. Les dossiers médicaux peignaient un tableau dévastateur. Le docteur Patterson avait tout documenté méticuleusement, la force de l'impact, le décollement placentaire immédiat, les relevés de détresse fœtale, la nature urgente de la césarienne. Le témoignage d'experts de 2 autres obstétriciens a confirmé que, sans intervention médicale immédiate, Grace et moi serions probablement mortes toutes les deux. L'avocat de Brenda a essayé de me faire déposer avant le procès. Sarah était présente pendant toute la session de 3 heures, s'opposant fréquemment, coupant court aux questions inappropriées. L'avocat de Brenda essayait constamment de suggérer que j'avais provoqué ma mère, que j'avais été difficile ou agressive, que d'une certaine manière mon comportement justifiait sa réponse. « Laissez-moi être clair », a dit Sarah, sa voix traversant la salle de déposition comme de l'acier. Ma cliente était enceinte de 8 mois, se tenant entre sa mère et une boîte de dons. Il n'y a aucun univers où cela justifie une agression avec une arme. Arrêtez de chercher une justification qui n'existe pas, la déposition s'est terminée tôt. L'avocat de Brenda semblait frustré, ses notes clairsemées parce que je ne lui avais rien donné à utiliser. La vérité était simple, je n'avais rien fait de mal, et aucune manœuvre juridique ne pouvait changer ce fait. L'avocat de Frank a adopté une approche différente lors de sa déposition. Il continuait d'insister sur le fait que Frank ne m'avait pas touché physiquement, que son commentaire n'était que des mots prononcés sous le choc. Sarah a détruit cet argument en jouant la vidéo, en montrant comment la déclaration de Frank est venue immédiatement après avoir vu sa femme m'agresser,
et en démontrant que ces mots constituaient un encouragement et une approbation de la violence criminelle. Votre client a choisi son camp, a dit Sarah à l'avocat de Frank. Il a regardé une femme agresser sa fille enceinte et a dit qu'elle le méritait. Ce n'est pas un choc, c'est de la complicité. Ashley a évité la déposition en acceptant de témoigner pour l'accusation. Apparemment, son avocat l'avait convaincu que la coopération était sa seule voie pour éviter des poursuites. David Harrison m'a dit qu'elle serait un témoin hostile au mieux, mais que son témoignage aiderait quand même à établir la chronologie et à confirmer l'exactitude de la vidéo. Laura n'est jamais partie. Elle avait appelé son patron et pris un congé familial pour raisons médicales, campant dans ma chambre d'hôpital et coordonnant tout ce que je ne pouvais pas gérer. Elle a contacté une avocate nommée Sarah Mitchell, spécialisée dans les affaires de violence familiale. Sarah est venue à l'hôpital avec une mallette pleine de documents et une détermination qui ressemblait à une armure. « Votre mère va aller en prison », a dit Sarah sans détour lors de notre première réunion. La preuve vidéo garantit cela à elle seule. Mais nous devons penser au-delà des accusations criminelles. Nous devons discuter des ordonnances restrictives, des poursuites civiles, de la protection de la garde et de votre sécurité financière. La partie sur la sécurité financière m'a anéanti. Les 47,000 $ que mes amis avaient récoltés avec tant d'amour devaient maintenant être répartis entre les factures médicales de l'accouchement d'urgence et les soins continus aux soins intensifs. Morgan avait sécurisé l'argent liquide et les chèques immédiatement après l'agression, prenant des photos de tout comme preuve avant de tout déposer sur un compte de fiducie temporaire de l'hôpital pour plus de sécurité. La boîte de dons vide elle-même, ce conteneur blanc qui avait tout déclenché, est resté avec la sécurité de l'hôpital comme preuve jusqu'après le procès. Finalement, ils me l'ont rendu, et je l'ai gardé, un rappel physique du pire et du meilleur de l'humanité. Même avec les dons, je devais encore faire face à plus de 30,000 $ de dépenses personnelles. Nous les poursuivons, a dit Sarah. Tes parents ont des biens. Ta mère travaille dans l'immobilier. Ton père a sa pension et leur maison. Nous allons tout chercher. Brenda a été libérée sous caution après une semaine. Frank est sorti le même jour. La première chose que Brenda a faite a été d'appeler l'hôpital en exigeant de voir sa petite fille. Les infirmières, bénies soient-elles, avaient déjà été informées par la sécurité. Elles lui ont dit qu'aucun visiteur n'était approuvé sans mon consentement explicite, et j'avais laissé des instructions précises selon lesquelles Brenda, Frank et Ashley étaient bannis de façon permanente. Elle s'est présentée quand même. La sécurité l'a escortée dehors alors qu'elle hurlait à propos de ses droits de grand-mère, de la façon dont je l'empêchais de voir sa famille, et de la façon dont toute cette situation était disproportionnée. Quelqu'un a filmé la scène sur son téléphone et c'est devenu viral sur les réseaux sociaux locaux. Une grand-mère déséquilibrée arrêtée pour avoir agressé sa fille enceinte tente de forcer l'entrée des soins intensifs, pouvait-on lire en gros titres sur le site d'actualité locale. La publicité a aidé d'une manière inattendue. Mon histoire s'est répandue. Plus de dons ont afflué, non seulement de gens que je connaissais, mais de parfaits inconnus qui avaient vu la couverture médiatique et s'étaient sentis obligés d'aider. L'hôpital a mis en place un fonds dédié au nom de Grace. En 2 semaines, nous avions reçu plus de 90,000 $ de dons au total. La licence immobilière de Brenda a été suspendue en attendant l'issue de son procès pénal. L'employeur de Frank, un petit cabinet comptable, l'a discrètement licencié. Ashley m'a appelé une fois, laissant un message vocal où elle sanglotait en disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait à la fête, qu'elle était sous le choc, qu'elle était tellement désolée. Je ne l'ai pas rappelé. Certaines excuses arrivent trop tard, et regarder sa mère agresser sa sœur enceinte puis défendre ses actions avait franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée par un message vocal larmoyant. Le procès pénal s'est déroulé rapidement. Sarah a expliqué que les preuves vidéo claires et les multiples témoins rendaient le travail de la défense presque impossible. L'avocat de Brenda a essayé de plaider la folie passagère, prétendant que ma mère avait une condition mentale non diagnostiquée qui l'avait fait craquer. L'accusation a fait venir 3 personnes qui avaient travaillé avec Brenda dans l'immobilier, témoignant toutes de son comportement calculé, contrôlé et de son sens aigu des affaires. J'ai dû témoigner. On m'a emmené dans la salle d'audience en fauteuil roulant 3 semaines après l'accouchement, me remettant encore d'une chirurgie majeure, et je me suis assise dans ce box des témoins tandis que Brenda me foudroyait du regard depuis la table de la défense. Son avocat a essayé de me peindre comme une fille ingrate qui avait toujours été difficile, qui avait fabriqué cette situation pour attirer l'attention. Sarah s'est opposée avec tant de force que le juge l'a soutenue avant même qu'elle n'ait fini de parler. Ensuite, Sarah a joué la vidéo pour le jury.
La salle d'audience est devenue silencieuse, regardant Brenda balancer cette tige de fer, me regardant m'effondrer, regardant les réactions de Frank et Ashley. 2 jurés pleuraient à la fin. L'avocat de Brenda a clos son dossier sans appeler de témoins supplémentaires. Quelle défense pouvait-il bien monter contre ces images? Pendant la pause déjeuner du procès le 3e jour, Laura m'a prise à part dans le couloir du tribunal. Brenda t'a fixé tout le temps, a-t-elle chuchoté. Pas avec remords, mais avec colère. Comme si elle était furieuse que tu témoignes contre elle. Je l'avais remarqué. Chaque fois que je jetais un coup d'œil vers la table de la défense, les yeux de Brenda étaient fixés sur moi avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Elle portait un tailleur bleu marine conservateur, ses cheveux coiffés professionnellement, jouant le rôle d'une mère respectable accusée à tort, mais ses yeux disaient la vérité sur ceux qui vivaient sous cette performance. Frank semblait plus petit d'une certaine manière, diminué dans son costume gris bon marché. Il évitait totalement de me regarder, gardant son regard sur la table ou le juge, n'importe où sauf vers le côté de l'accusation où j'étais assise. La lâcheté, ai-je réalisé, ressemblait beaucoup à la honte de loin, mais se ressentait complètement différemment. Le témoignage d'Ashley est arrivé le 4e jour. Elle est montée à la barre, pâle et nerveuse, ses mains tremblant alors qu'elle prêtait serment. David Harrison lui a fait raconter les événements méthodiquement, établissant sa présence, ses observations, sa déclaration après l'agression de Brenda. Avez-vous dit, peut-être que maintenant, elle écoutera, a demandé Harrison. La voix d'Ashley est sortie à peine audible. Oui. Pourquoi avez-vous dit cela? Je ne sais pas. J'étais sous le choc. Maman venait juste de. Je ne savais pas ce que je disais. Mais vous l'avez dit immédiatement après avoir vu votre mère agresser votre sœur avec une tige de fer? Oui. Le contre-interrogatoire fut bref. L'avocat de Brenda a essayé de peindre Ashley comme traumatisée et confuse, mais son témoignage avait déjà fait ses dégâts. Le jury l'avait entendu confirmer sa déclaration, avait vu son incapacité à la justifier ou à l'expliquer. Le témoignage médical a été brutal. Le docteur Patterson a passé 2 heures à la barre à expliquer en détail clinique ce qui se passe lors d'un décollement placentaire, les risques pour la mère et le bébé, et la nature urgente de la situation. Elle a décrit mes blessures, ecchymose sévère, hémorragie interne, le traumatisme psychologique de l'agression pendant la grossesse. Selon votre avis médical, l'impact de la tige de fer aurait-il pu tuer le bébé, a demandé Harrison. Oui. Le décollement placentaire met la vie en danger. Sans intervention immédiate, la mort fœtale survient en quelques minutes. La mort maternelle peut suivre rapidement après. Un expert en soins néonatales a témoigné de l'état de graisse à la naissance, les complications liées à l'accouchement prématuré, les risques à long terme auxquels elle ferait face. Chaque détail enfonçait le clou, les actions de Brenda avaient mis nos 2 vies en danger, et seule une réponse médicale rapide nous avait sauvés. L'accusation a clos son dossier après 6 jours de témoignage. La défense de Brenda a appelé des témoins de moralité, 3 femmes de son agence immobilière qui ont témoigné qu'elle avait toujours été professionnelle et gentille dans leurs interactions. Aucune d'entre elles ne pouvait expliquer la vidéo. Aucune d'entre elles ne pouvait concilier la femme avec qui elle travaillait et la femme qui avait balancé une tige de fer sur l'estomac de sa fille enceinte. Le plaidoyer final s'est étiré sur tout un après-midi. L'avocat de Brenda a fait une dernière tentative pour plaider la folie passagère, suggérant que ma mère avait vécu une rupture psychotique déclenchée par le stress. La réfutation de Harrison a été impitoyable, détruisant méthodiquement chaque élément de cette défense avec des preuves et de la logique. Ce n'était pas de la folie, a dit Harrison au jury. C'était de l'avidité. C'était de la rage. C'était une femme qui a vu de l'argent qu'elle voulait, a rencontré de la résistance de la part de sa fille, et a choisi la violence. L'accusé a fait un choix. Les choix ont des conséquences. Déclarez-la coupable. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Le juge Hammond avait examiné l'affaire en profondeur, lisant les déclarations d'impact des victimes de Laura, Christine, Morgan et 11 autres femmes qui avaient été témoins de l'agression. Il a demandé si je voulais faire une déclaration. Sarah m'avait préparé à cette possibilité, mais j'avais été incertaine à l'idée de le faire. Debout là, ou plutôt assise là, parce que je ne pouvais toujours pas rester debout longtemps, regardant le visage impassible de Brenda, j'ai trouvé ma voie. Tu as essayé de voler de l'argent destiné à sauver la vie de ta petite fille.
Tu m'as agressé physiquement alors que j'étais enceinte de 8 mois parce que je ne voulais pas te laisser le prendre. Tu as mis Grace en danger avant même qu'elle ait une chance de naître. Mes amis, des gens que tu n'avais jamais rencontrés, m'ont montré plus d'amour maternel en un après-midi que tu ne m'en as montré en 30 ans. Je ne te pardonne pas. Je ne veux pas de relation avec toi. Je veux que tu fasses face aux pleines conséquences de tes choix. Le juge Hammond a condamné Brenda à 8 ans de prison. Frank a pris 3 ans pour complicité dans l'agression. Ils ont tous deux été condamnés à payer des dédommagements couvrant tous les frais médicaux liés à l'agression, estimés à $2,000 en tenant compte des soins continus pour les complications de la naissance prématurée de Grace. Le visage de Brenda est resté vide alors que le juge lisait sa sentence. Pas de larmes, pas de réaction, juste ce même regard froid qu'elle avait maintenu tout au long du procès. Frank semblait en fait soulagé, comme si 3 ans étaient un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Peut-être que comparé à la peine de Brenda, c'en était un. Sarah m'a prise à part après le verdict. Ils vont faire appel. L'avocat de Brenda a déjà déposé un avis d'intention, mais la preuve vidéo rend un renversement extrêmement improbable. Commence à penser à l'affaire civile. C'est là que nous obtiendrons ta véritable compensation. La préparation du procès civil était différente de celle du procès pénal. Sarah a fait venir un jury comptable qui a passé au peigne fin chaque aspect des finances de Brenda et Frank. Ils possédaient leur maison sans hypothèque, achetée il y a 20 ans, et valant maintenant près de $4,000 sur le marché actuel. La pension de Frank s'était accumulée à environ $3,000. Les commissions immobilières de Brenda détenues sous séquestre provenant de ventes récentes totalisaient $38,000. Nous parlons d'actifs importants, a expliqué le comptable lors de notre réunion. Même après les frais juridiques et les impôts, tu pourrais potentiellement récupérer tout ce que tu as perdu et plus encore. Christine m'a aidé à cataloguer mes pertes réelles. Les factures médicales de l'accouchement d'urgence totalisaient $83,000 après assurance. Les soins continus pour les complications de naissance prématurée de Grace ajoutaient $47,000. Les salaires perdus de mon congé prolongé s'élevaient à $12,000. Les dommages pour douleur et souffrance étaient plus difficiles à calculer, mais Sarah m'a assuré que le jury serait généreux étant donné la nature flagrante de l'agression. Le procès civil était prévu pour 6 mois après la condamnation pénale. Dans l'intervalle, l'appel de Brenda a été rejeté au niveau de la cour de circuit. Son avocat a déposé une demande d'examen par la Cour suprême de l'État, mais Sarah n'était pas inquiète. Laisse-les perdre leur temps et leur argent, a-t-elle dit. Chaque jour qui le retarde est un autre jour d'intérêt accumulé sur le jugement que nous sommes sur le point de gagner. Grace est rentrée des soins intensifs après 6 semaines, pesant 2,3 kg et autorisée par le docteur Patterson à sortir. Laura avait transformé la chambre d'amis de mon nouvel appartement en chambre de bébé, avec un berceau, une table allongée et l'équipement de surveillance requis par l'hôpital pour le premier mois à la maison. Morgan a organisé une fête de bienvenue à la maison, juste des amis proches réunis dans mon appartement avec de la nourriture, des cadeaux et un amour débordant. Pas de famille, personne de mon ancienne vie, juste les femmes qui m'avaient porté à travers la période la plus sombre de mon existence. Discours, a lancé Christine, levant son verre de vin. J'ai tenu Grace contre ma poitrine, son petit corps chaud, réel et vivant. Je n'ai pas les mots pour ce que vous avez toutes fait. Vous nous avez sauvés. Vous nous avez donné un avenir. Cette petite fille est entourée de tant d'amour grâce à vous. Laura pleurait, ce qui a fait pleurer Morgane, ce qui a déclenché une réaction en chaîne dans tout le groupe. Nous étions toutes abîmées, toutes en train de guérir, toutes en train de construire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce terrible après-midi à la fête prénatale. Le procès civil a duré 4 jours. Le jury semblait en colère dès le début, leur visage dur alors qu'ils regardaient la vidéo de l'agression pour la 2e fois. L'avocat de Brenda et Frank a essayé de plaider que 8 ans de prison était une punition suffisante, que drainer leurs actifs était excessif. La réponse de Sarah a été clinique et dévastatrice. La punition de l'accusé est distincte de la compensation de la plaignante. Ma cliente a subi des frais médicaux dépassant $130,000. Elle a enduré un traumatisme physique sévère. Elle a perdu du temps avec sa fille nouveau-née. Elle portera des cicatrices psychologiques à vie. Les accusés ont des biens. Ils doivent payer. Le jury m'a accordé $450,000 de dommages compensatoires et $200,000 de dommages punitifs.
Leur maison a été mise en vente immédiatement. La pension de Frank a été saisie. Les commissions immobilières gelées de Brenda, environ 38,000 $, ont été transférées au fonds fiduciaire de Grace. Ashley a essayé de reprendre contact pendant cette période. Elle a envoyé des fleurs à l'hôpital, des cartes à mon appartement, et s'est même présentée chez Laura en me cherchant. Laura, protectrice féroce qu'elle était devenue, a dit à Ashley de partir ou elle appellerait la police pour intrusion. Ashley est partie, mais pas avant de pleurer sur le pas de la porte de Laura, disant que la famille était détruite, que j'étais vindicative, que Brenda et Frank allaient tout perdre. Laura m'a appelé après, sa voix tremblant de fureur. Elle a vraiment dit que tu étais vindicative, comme si tu t'étais frappé toi-même avec une tige de fer et avais accouché 2 mois en avance par vengeance. J'ai demandé à Laura à quoi ressemblait Ashley, si elle semblait sincèrement pleine de remords ou juste contrariée par les conséquences. Laura a décrit une femme qui continuait de parler de la famille, de la façon dont je nous déchirais, de la façon dont nous devions passer à autre chose. Elle n'a pas demandé une seule fois comment allait Grace, a dit Laura doucement. Elle n'a jamais demandé comment tu guérissais. Elle n'a jamais reconnu ce qui s'est réellement passé. Elle a juste continué à pleurer sur le fait que Brenda et Frank perdaient leur maison. La réalisation n'aurait pas dû faire mal, mais elle l'a fait. Ashley se souciait plus des biens de nos parents que de la vie de sa nièce ou du traumatisme de sa sœur. Elle avait choisi son camp à la fête prénatale, et chaque action depuis lors avait confirmé ce choix initial. Morgan a suggéré que j'écrive une lettre à Ashley, quelque chose pour obtenir une conclusion, même si je ne l'envoyais jamais. J'ai essayé de m'asseoir à ma table de cuisine tard un soir pendant que Grace dormait dans sa chambre, mais chaque phrase sortait amère, en colère, inachevée. Finalement, j'ai abandonné et j'ai déchiqueté le brouillon. Certaines personnes ne méritent pas de conclusion, m'a dit Sarah lors d'un de nos points de contrôle. Parfois, la porte doit juste claquer et rester fermée. La thérapie a aidé, même si j'y ai résisté au début. Patricia m'avait recommandé une spécialiste des traumatismes nommée Dr Rachel Torres, qui travaillait beaucoup avec les survivants d'agression. Le Dr Torres ne m'a pas poussé à pardonner, à me réconcilier ou à passer à autre chose. Elle a simplement créé un espace pour que je puisse traiter la colère, le chagrin, l'enchevêtrement compliqué d'émotions autour de la violence familiale. Votre mère vous a agressé, a dit le Dr Torres lors de notre 5e séance. Votre père l'a approuvé. Votre sœur l'a défendu. Ce sont des faits, pas des interprétations. Vous avez le droit de répondre aux faits avec des limites appropriées. Des limites appropriées signifiaient aucun contact, aucune visite, aucune relation. Cela signifiait élever Grace sans grands-parents de mon côté, sans une tante qui s'était avérée indigne de confiance. Cela signifiait construire un arbre généalogique différent, avec des racines dans le choix plutôt que dans le sang. Les parents de Christine, un couple plus âgé nommé Robert et Martha, nous ont essentiellement adoptés comme famille bonus. Ils avaient été à la fête prénatale, avaient été témoins de l'agression, et avaient immédiatement offert tout le soutien dont nous avions besoin. Martha a commencé à venir chaque semaine pour aider avec Grace, apportant des repas faits maison et une patience infinie pour un nouveau-né difficile. Chaque bébé a besoin de grands-parents, a dit Martha un après-midi en berçant Grace pour l'endormir. Nous serions honorés de remplir ce rôle si tu étais à l'aise avec ça. J'étais plus qu'à l'aise. J'étais reconnaissante. Grace connaîtrait des grands-parents qui l'aimaient, qui ne feraient jamais de mal à sa mère, qui choisissaient d'être présents plutôt que d'exiger le droit d'être inclus. La vente de la maison a été finalisée 4 mois après le jugement civil. Après avoir remboursé divers privilèges et frais juridiques, le produit net s'élevait à 270,000 $. La saisie de la pension de Frank a rapporté 140,000 $ supplémentaires au cours de l'année suivante. Combiné aux commissions immobilières saisies de Brenda de 38,000 $, le recouvrement total a atteint 448,000 $. Sarah m'a aidé à établir le fonds fiduciaire, le structurant de manière à ce que Grace y ait accès à 18 ans pour l'éducation et à 25 ans pour un usage général. Les fonds restants ont couvert mes frais de subsistance pendant que je récupérais et retournais travailler à temps partiel. Mon employeur avait été remarquablement compréhensif tout au long de l'épreuve. Jennifer, ma superviseure, avait envoyé des cartes et des colis de soins tout au long de mon séjour à l'hôpital. Elle avait approuvé un congé prolongé sans poser de questions et m'avait accueilli progressivement, me laissant travailler à domicile au début avant de passer aux jours de bureau à mesure que Grace devenait plus stable. Prends tout le temps dont tu as besoin, m'a dit Jennifer lors de ma première semaine de retour.
ta fille passe avant tout. Le travail sera là quand tu seras prête. Travailler semblait étrange au début, comme revenir dans une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais la routine a aidé, me donnant une structure et un but au-delà des soins de Grace. Mes collègues avaient suivi la couverture médiatique, avaient vu les mises à jour du procès, et ils me traitaient avec une douceur qui semblait à la fois réconfortante et étouffante. Je voulais être normal à nouveau, même si je savais que la normalité avait fondamentalement changé. La femme qui existait avant la fête prénatale était partie, remplacée par quelqu'un de plus dur et de plus prudent, quelqu'un qui faisait moins facilement confiance et protégeait plus férocement. Grace est rentrée à la maison après 6 semaines aux soins intensifs. Elle était en bonne santé, atteignant toutes ses étapes de développement et, selon le docteur Patterson, peu susceptible d'avoir des complications à long terme dues à sa naissance prématurée. Le neurologue pédiatrique a confirmé l'absence de lésions cérébrales dues au traumatisme. Ma fille avait survécu contre des probabilités qui me faisaient encore pleurer quand j'y pensais trop fort. Laura a emménagé avec moi pendant les 3 premiers mois. Morgane et Christine ont organisé un programme rotatif d'amis qui apportaient des repas, aidaient avec les tétées nocturnes, nettoyaient l'appartement et me donnaient des pauses pour dormir ou prendre une douche. Ces femmes, ma famille choisie, m'ont porté à travers la période la plus sombre de ma vie. L'argent du jugement civil a commencé à arriver par paiement structuré. Sarah avait mis en place une fiducie pour Grace, protégeant les fonds de tout futur défi juridique. La maison s'est vendue 290,000 $. Après avoir remboursé leur hypothèque et les frais d'agence, les capitaux propres restants ont été répartis entre les paiements de restitution et le jugement civil. Brenda envoyait des lettres depuis la prison. Les premières étaient des diatribes remplies de rage sur la façon dont j'avais détruit la famille, dont j'étais une fille vindicative, dont elle n'avait fait qu'essayer d'aider. Je les ai brûlées sans lire au-delà du premier paragraphe. Les lettres suivantes tentaient une tactique différente, prétendant qu'elle avait trouvé la religion en prison, demandant pardon, voulant une relation avec Grace. Sarah m'a conseillé de garder chaque lettre non ouverte dans un dossier comme preuve pour toute future plainte de harcèlement. J'ai suivi son conseil, créant un dossier épais de la correspondance de Brenda que je n'ai jamais lu. Frank est sorti après avoir purgé 2 ans de sa peine de 3 ans. Bonne conduite, apparemment. Il a essayé de me contacter une fois par l'intermédiaire de son avocat, demandant si nous pouvions parler. J'ai refusé. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Grace a eu 1 an, entourée d'amour. Laura a organisé la fête d'anniversaire chez elle, invitant toutes les mêmes femmes qui avaient été à cette fête prénatale, plus plusieurs nouvelles amies que je m'étais faites grâce à un groupe de soutien pour les parents de bébés prématurés. Christine a fait un discours sur la famille choisie et la résilience qui a fait pleurer tout le monde. Morgane a offert à Grace un album photo documentant sa première année, y compris des photos des soins intensifs que j'avais été trop traumatisé pour prendre moi-même. Personne de ma famille biologique n'a reçu d'invitation. Ashley a envoyé un cadeau quand même, une tenue de bébé de créateur coûteuse que j'ai donnée à une œuvre de charité sans la sortir de la boîte. L'argent du jugement civil a tout changé. Je pouvais me permettre un meilleur appartement dans un quartier plus sûr. Je pouvais payer une garde d'enfants de qualité pour pouvoir retourner travailler à temps partiel. Je pouvais constituer une épargne pour l'avenir de Grace. Je pouvais respirer sans le poids constant de la panique financière. Plus que l'argent, cependant, les victoires juridiques m'ont donné quelque chose d'intangible, la validation, la justice, la preuve que ce qui m'était arrivé comptait, que je n'avais pas été folle ou irrespectueuse ou l'une des choses que Brenda avait hurlé. Le système avait regardé les preuves et avait dit, cette femme a été lésée et ces personnes doivent faire face aux conséquences. Sarah est devenue plus que mon avocate. Elle est devenue une amie, quelqu'un qui prenait des nouvelles régulièrement, qui célébrait les étapes importantes de Grace, qui me rappelait que la guérison n'était pas linéaire et que certains jours je serais encore en colère et que c'était correct. Quand Grace a eu 2 ans, Brenda avait purgé un peu plus de 2 ans de sa peine de 8 ans. Elle a demandé une libération conditionnelle anticipée. Sarah m'a aidé à préparer une déclaration d'opposition documentant l'impact continu de l'agression sur Grace et moi-même. La commission des libérations conditionnelles a rejeté sa demande. Ils examineraient à nouveau sa candidature dans 2 ans. Frank a essayé à nouveau d'établir le contact, envoyant des cartes pour l'anniversaire de Grace que je jetais sans les ouvrir. Ashley a apparemment déménagé en Arizona, mettant une distance physique entre elle et les décombres de notre famille. Elle n'a jamais essayé de me recontacter après l'incident du pas de la porte de Laura, et je ne ressentais rien d'autre que du soulagement face à son absence.
Laura s'est fiancée à cette époque à un homme nommé Daniel qui avait été infiniment patient avec sa situation familiale compliquée, c'est-à-dire moi et Grace comme sa famille choisie. Lors de leur fête de fiançailles, Laura a fait un discours remerciant tous ceux qui les avaient soutenus. Mais ses yeux ne cessaient de trouver les miens quand elle parlait d'apprendre ce que signifiait vraiment la famille. La famille, a-t-elle dit, sa voix stable et claire, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est présent, qui reste. Qui vous aime même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Grace a commencé l'école maternelle en bonne santé et heureuse, une enfant brillante avec l'obstination de Laura et apparemment ma tendance à poser des questions inconfortables. Ses professeurs l'adoraient. Elle se faisait des amis facilement. Rien dans son développement ne suggérait un impact durable de son entrée traumatique dans le monde. Je suis retourné à l'école en utilisant une partie de l'argent du règlement pour terminer ma licence en administration des affaires. Sarah m'avait montré le pouvoir de la littératie financière et des connaissances juridiques. Je voulais comprendre les systèmes qui nous avaient sauvés. Je voulais pouvoir aider d'autres femmes dans des situations similaires. Le dernier chapitre des procédures judiciaires s'est clos lorsque Grace a eu 4 ans. Toutes les restitutions avaient été payées. Le jugement civil avait été satisfait. Brenda avait purgé 4 ans de sa peine de 8 ans et en avait encore 4 à purger. Frank avait disparu dans la vie qu'il s'était construite après la prison, et j'avais cessé de me soucier de l'endroit ou de la manière dont il existait. Laura et Daniel se sont mariés lors d'une petite cérémonie où Grace a servi de demoiselle d'honneur. En regardant ma fille éparpiller des pétales de rose tout en portant une petite robe lavande, j'ai senti quelque chose changer en moi. De la gratitude, peut-être, ou juste la réalisation que nous avions survécu. Nous avions été gravement blessés par des gens qui auraient dû nous protéger, mais nous avions survécu et construit quelque chose de mieux. Grace a fini par poser des questions sur les grands-parents, comme le font les enfants lorsqu'ils remarquent que leurs amis ont des familles élargies. J'ai gardé mon explication simple et adaptée à son âge. Certaines personnes ne sont pas sûres à fréquenter. Nous avons un autre type de famille, une famille que nous avons choisie parce qu'ils nous aiment et nous traitent avec gentillesse. Elle a semblé satisfaite de cette réponse, retournant à son livre de coloriage sans insister davantage. Peut-être que plus tard, elle voudrait plus de détails. Peut-être qu'un jour je lui montrerai les articles de presse et les documents judiciaires. La laisser comprendre exactement ce qui s'est passé et à quel point nous avons failli tout perdre. Mais pour l'instant, elle avait 4 ans, coloriant une image de fleurs, assise dans la cuisine de Laura pendant que Christine lui apprenait à compter en espagnol et que Morgane discutait des plans pour le dîner. Notre famille choisie, celle qui nous avait sauvés, celle qui continuait de se présenter jour après jour. Brenda envoie des lettres régulièrement maintenant, à mi-chemin de sa peine de 8 ans. Elles arrivent tous les mois, toujours avec la même adresse de retour, toujours avec un timbre de la prison. Sarah me conseille toujours de les garder non ouvertes. Le dossier est devenu épais, une représentation physique des tentatives de Brenda de réécrire l'histoire ou de chercher un pardon que je n'ai pas à donner. Je ne me sens plus coupable à ce sujet. La culpabilité était quelque chose avec laquelle je luttais au début, conditionné par des années à m'entendre dire que le pardon familial était obligatoire. La thérapie a aidé, tout comme les rappels brutaux de Sarah sur ce que Brenda avait réellement fait, et non la version aseptisée qu'elle se racontait probablement à elle-même. La boîte de dons de cette fête prénatale repose dans mon placard. Vide maintenant, mais préservée. Parfois, je la sors et je me souviens de cet après-midi. Je me souviens des 47,000 $ en espèces et en chèques. Je me souviens du moment où j'ai appris à quoi ressemblait une vraie communauté. Grace héritera de tout. Le fonds fiduciaire que Sarah a établi. Les économies que j'ai constituées. L'histoire de la façon dont des dizaines d'inconnus l'ont aimée avant qu'elle ne soit née. Et comment un acte de violence a essayé de nous détruire mais a échoué. La justice, ai-je appris, n'est pas seulement une question de peine de prison et de jugement financier. C'est reconstruire. C'est la vie que j'ai créée pour ma fille, sûre, stable et pleine de gens qui se soucient sincèrement d'elle. C'est Brenda perdant tout ce qu'elle valorisait, sa liberté, ses biens, sa réputation, tandis que Grace et moi gagnons tout ce qui compte vraiment. Certaines personnes me qualifient de vindicative pour avoir poursuivi toutes les voies légales disponibles. Ashley l'a certainement fait, dans les quelques communications que nous avons eues avant qu'elle n'abandonne. Mais vindicative suggère une vengeance pour le plaisir de la vengeance. Ce que j'ai fait, c'est protéger ma fille et moi-même, tenir responsables les personnes qui ont essayé de nous détruire, et construire une fondation pour que nous ne soyons plus jamais vulnérables comme ça.
Enceinte de 8 mois, terrifiée, souffrante, regardant mes os se rompre sous l'impact d'une tige de fer. Je n'aurais pas pu imaginer cet avenir. Mais nous y sommes. Grace est en bonne santé, épanouie, aimée. Je suis instruite, financièrement stable, entourée d'une vraie famille. Brenda est en prison. Frank est seul. Ashley est loin. La fête prénatale était censée être une célébration, un rassemblement communautaire pour accueillir Grace dans le monde. Au lieu de cela, c'est devenu la ligne de partage de ma vie. Avant ce jour, j'avais une famille biologique que j'essayais d'aimer malgré leur traitement à mon égard. Après ce jour, j'ai eu la clarté sur qui méritait de l'espace dans ma vie et qui devait être excisé comme un cancer. Laura dit que je suis l'une des personnes les plus fortes qu'elle connaisse. Je ne me sens pas forte la plupart du temps. Je me sens comme quelqu'un qui a survécu, qui a fait des choix difficiles, qui a refusé de laisser la violence et l'avidité dicter l'avenir de ma fille. Peut-être que c'est ça la force. Peut-être que la force, c'est juste se présenter chaque jour et choisir la guérison plutôt que l'amertume, les limites plutôt que la réconciliation, la justice plutôt qu'une fausse paix. Grace a 4 ans maintenant, posant de plus grandes questions, développant sa personnalité, devenant sa propre personne. Elle sait qu'elle est aimée. Elle sait qu'elle est en sécurité. Elle ne connaîtra jamais une grand-mère qui frapperait sa mère enceinte avec une tige de fer. Elle ne connaîtra jamais un grand-père qui défendrait cette violence. Elle ne connaîtra jamais une tante qui dirait que sa mère le méritait. Elle connaîtra Laura, qui a sauvé nos vies. Elle connaîtra Christine et Morgane et 2 douzaines d'autres femmes qui ont prouvé que la famille se construit, elle ne naît pas. Elle saura que sa mère s'est battue pour elle avant qu'elle ne prenne son premier souffle et a continué à se battre jusqu'à ce que justice soit faite. C'est l'histoire que je lui raconterai un jour. Pas une histoire de vengeance, mais une histoire de protection, de limites, d'apprentissage que certaines personnes vous feront du mal indépendamment des liens du sang, et que vous avez le droit de les retirer complètement de votre vie. Le système juridique a fonctionné, ce qui semble miraculeux étant donné la fréquence à laquelle il échoue pour les victimes de violences familiales. Brenda est en prison. Frank a tout perdu. Ashley a perdu sa sœur. Ils ont fait des choix, ont fait face aux conséquences, et vivent maintenant avec les séquelles de leurs actions. Pendant ce temps, Grace et moi vivons aussi avec les séquelles de leurs actions. Mais nous sommes entourés d'amour, de sécurité et de possibilités. Nous avons gagné. Pas parce que je suis vindicative ou cruelle, mais parce que je refuse de les laisser gagner. Cette boîte de dons dans mon placard, vide maintenant mais précieuse, représente tout. La gentillesse des inconnus. Le moment où la violence a essayé de nous détruire. La communauté qui nous a sauvés. L'avenir que nous avons construit à partir des décombres. Parfois, je la sors et je la tiens simplement, en me souvenant. Puis je la remets, je ferme la porte du placard, et je vais jouer avec ma fille dans le salon où Laura est probablement déjà arrivée avec le dîner, et où Christine envoie des textos sur les projets du week-end, et Morgane envoie des mèmes drôles. C'est à ça que ressemble la victoire. Pas une vengeance, mais une vie qu'ils ne peuvent plus toucher. Une fille qu'ils ne connaîtront jamais. Un avenir auquel ils n'ont aucune part.